Bonjour Victoria, Bonjour, comment vas-tu ça va super bien. après cette belle journée ensemble pour ce Oui. deuxième épisode de Là on discute. Oui, deuxième. Ça fait plaisir que tu aies accepté de revenir. Mais merci de m'avoir invité. Ben, avec plaisir, le premier épisode était passionnant. J'espère que ceux qui écoutent ce deuxième épisode ont vu ou écouté le premier. De toute façon, on mettra le lien en description. Mm. On a abordé plein de choses sur le premier épisode. On a parlé 1h45 ensemble. C'était Oui, vraiment, vraiment très, très cool. c'était passé vite. C'était passé vite. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, tu es psychologue. Oui, donc je suis psychologue clinicienne, j'exerce en libéral depuis maintenant 2 ans, c'est passé vite. Et puis je suis spécialisée donc en psychologie un peu générale. Et puis je me suis spécialisée en psychologie clinique de la santé. Et puis là, je suis beaucoup plus des femmes. Je me spécialise en santé de la femme, PMA, infertilité. Trop bien, on a dégrossi plein de trucs sur le premier épisode, donc j'encourage vraiment les personnes à aller le regarder. On a aussi plein de sujets hyper intéressants pour ce deuxième épisode. Et j'aimerais qu'on commence avec quelque chose de bien précis. Tout à l'heure, je t'ai parlé du mot overthinker en anglais et je ne savais pas trop comment le définir ou en tout cas comment le traduire. Et tu as parlé de rumination Oui. et je trouvais que ça se prêtait parfaitement bien. C'était exactement ce que je voulais dire. Qu'est-ce que la rumination? Pourquoi on est amené à ruminer des choses qui sont parfois réelles, d'autres qui sont parfois la création de notre esprit? Qu'est-ce que la rumination? La rumination, c'est quand ton cerveau, il se met, mais du coup, à parler tout seul, clairement. Moi, j'aime bien cette image du petit hamster là-haut dans ta tête. Il se met à courir, mais alors une distance très rapide et très longue pour le coup, sans pour autant que tu trouves une solution. Et ça, c'est la définition brute de la rumination. Si tu te mets à penser, mais il se passera rien en fait à la fin. Ah oui, c'est Alors, logique de tourner en rond presque. exactement. Ouais. Et il n'y a pas forcément de solution du coup qui est trouvée, ni mise en place, quand bien même tu as une solution. Et donc du coup, ça se renforce en fait en lui-même parce que ton cerveau, il comprend pas très bien. Si tu le mets pas son corps en action, ton cerveau va mal comprendre. Et donc du coup, il va s'entraîner tout seul. Et c'est là qu'il va se mettre à ruminer en fait. Et c'est là que la boucle peut ne pas avoir de fin chez certaines personnes. Et là, les ruminations chez les anxieux, je pense que peut-être certains vont pouvoir s'y identifier, mais ça peut aller très loin, ça peut être très long et ça peut amener beaucoup de souffrance et d'anxiété aussi à ce moment-là. C'est un peu une spirale où t'es emporté et c'est assez difficile d'en sortir. Oui, c'est difficile d'en sortir. Après, il y a des outils évidemment pour y arriver. Et c'est difficile d'en sortir parce que il y a un biais cognitif dans la rumination. C'est que tu as l'impression, quand tu rumines, que tu vas avoir du contrôle. Parce que du coup, tu as l'impression que tu décortiques un truc. Tu décortiques ton problème, ça va le faire, je maîtrise, il y a le point A, le point B, le point C. Et tu as l'impression que c'est structuré en fait ta rumination. Alors qu'en soi, C'est pas le cas? pas trop. Ouais. Pas trop. Et ça donne cette impression de contrôle. Et donc, du coup, cette impression de contrôle, elle va te pousser encore plus à vouloir ruminer. Sauf que là, le problème, c'est que l'anxiété, à un moment, ton cerveau, il va capter qu'il n'y a pas de mise à l'action. Et donc, du coup, il va quand même générer de l'anxiété. Mais du coup, tu vas vouloir le contrôler avec cet aspect de contrôle qu'il y a de la rumination, cercle sans fin, et etc., en fait. Donc c'est vraiment une illusion qu'on se crée. Une illusion de contrôle pour se rassurer ou... C'est super rassurant. Ah, la rumination, c'est super rassurant. T'aimes bien ruminer sur un truc, je sais pas, t'as quelque chose qui t'angoisse un petit peu, ou tu as fait quelque chose où t'as envie de décortiquer. Ruminer pendant des heures, tu verras qu'au début, si jamais ça t'arrive de ruminer, t'aimes bien. Enfin, ça te pose pas de ça m'arrive problème. de ruminer. Si ça t'arrive, ça m'arrive tous les jours de ruminer. Et je pense que ça touche tout le monde de toute façon. Ah bah oui. À échelle plus ou moins importante. Mais on est tous un peu bloqués dans notre esprit, dans cette petite roulette, comme tu as dit, en mode hamster. Oui, on rumine tous de toute façon parce qu'on a tous un lobe frontal et préfrontal, donc dans tous les cas, tu rumineras. Oui, donc c'est quelque chose de naturel. Après, c'est la gravité du truc qui doit nous mettre... C'est ça le truc, c'est que chez des gens qui sont anxieux, ils ont la boucle de l'anxiété renforçatrice de la boucle du contrôle et inversement. Donc, Attends, tu peux répéter? il y a, j'appelle ça des boucles, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres mots, mais plus une personne est anxieuse, plus elle aura un besoin de contrôle. Et en général, plus les personnes qui recherchent du contrôle, forcément, elles sont anxieuses. Anxieuse, ouais. Et comme la rumination te donne du contrôle quelque part, l'anxiété, c'est renforçateur en fait. Le contrôle que tu vas jouer pendant ta rumination va jouer sur ta boucle de l'anxiété à un moment ou à un autre. Donc la rumination chez les anxieux, c'est vraiment tout un sujet. Chez eux, ils passent parfois des journées entières à ruminer en fait ces gens-là, si tu veux. Ah oui, on n'est pas quelques minutes dans son esprit à ruminer sur quelque chose de sans importance. Ça peut vraiment contaminer littéralement ton quotidien. Oui. Est-ce que tu as parlé de différence entre rumination et passage à l'action? Tu crois qu'aujourd'hui, on est encouragé justement à passer beaucoup de temps dans son esprit
pas trop passer à l'action, ce qui fait que ça encourage encore notre notre exposition à la rumination, etc., etc., cercle vicieux. Bah, ça peut parce que après on entre dans des choses un peu moins psycho. Après c'est aussi mon avis sur les choses, mais on entre dans des choses où des schémas où les gens par perfectionnisme, par exigence élevée, veulent bien faire les choses et donc bah ça les bloque. Parce que s'ils ont eu un premier feedback, que ce soit extérieur ou interne, ils se disent bon c'était pas fou, je vais le ruminer pendant X temps. Ça peut empêcher un passage à l'acte après, parce que je sais pas, il y aura peut-être eu un échec, ou alors t'auras décrété toi-même que c'est un échec, etc. Et tu passeras pas à l'acte par la suite. Mais les anxieux comme ça, effectivement, c'est des gens qui vont se faire 46 scénarios dans la tête. C'est pas les plus grands passeurs à l'acte en fait, les anxieux. Ouais. Quand tu dis anxieux, qu'est-ce que c'est l'anxiété? Tu vois, on a tendance à confondre ça avec du stress, de l'inquiétude. L'anxiété, c'est un trouble ou Il y a des troubles anxieux. Ok. C'est peut-être pour ça que j'ai utilisé le mot trouble. C'est que j'ai déjà entendu trouble anxieux, mais je sais pas ce que ça définit en fait l'anxiété. Mais peut-être te définir tous les termes, ça va aider. Parce qu'effectivement, on parle d'angoisse, de peur, de stress, Ah oui, voilà, angoisse. d'anxiété. Il y a ces 4 mots-là, je trouve, qui sont assez flous et on les emploie pour employer le même sens, en fait. L'anxiété, déjà, c'est quelque chose que tout le monde a. C'est quelque chose faut pas spécialement le pathologiser, en fait. Oui, c'est naturel. Et c'est naturel. L'anxiété, ça fait partie des mécanismes de survie qu'on a, au même titre que le stress. Et donc, du coup, on est forcé de l'avoir, en fait. Les personnes qui n'ont pas d'anxiété, soit elles sont très, très, très fortes. Et il y en a, qui ne sont pas anxieuses de base. Soit c'est psychopathe. Non. Oui, je vais utiliser des termes, bien brutaux, ouais. Non, les psychopathes, ils peuvent être anxieux un peu. Mais en tout cas, ouais. L'anxiété, donc c'est quelque chose d'assez normal. C'est ce qui va te permettre de réagir à n'importe quel stimuli qui va devoir un peu déclencher quelque chose de l'ordre qu'on appelle du système 2 en psychologie. Donc quelque chose qui te sort un peu de ton mode automatique. Et donc, il va nécessiter avoir plus de capacité d'attention cognitive sur ce truc-là. Et s'il y a un peu de stress, effectivement, là, on parlera d'anxiété sur suradaptation à ce moment-là. Donc ça, c'est l'anxiété. Le trouble anxieux, c'est vraiment, déjà, c'est une famille de troubles, mais c'est vraiment quand on est sur un point un peu plus extrême du continuum de la normalité. Là, on entre dans quelque chose d'envahissant, gênant pour le patient. Et donc, ça peut être des gens qui vont m'angoisser sur la conversation qu'ils ont eue ce matin avec, je sais pas, la boulangère, sur le soir parce qu'ils ont un événement social et donc du coup ils vont scénariser 46 scénarios pour se dire c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, etc., etc. C'est des gens qui vont ne pas parfois engager des interactions sociales. Ça peut être des gens ce qu'on appelle aussi le trouble anxieux généralisé, là c'est une distorsion cognitive. En fait, toute la pensée, la cognition en elle-même devient anxieuse. Donc là, c'est vraiment une forme très généralisée de l'anxiété. C'est possible d'avoir de l'anxiété liée à l'environnement, à la planète, au futur, tu vois, des choses un petit peu plus globales entre guillemets et pas forcément la discussion qu'on va avoir avec telle personne. Oui, mais c'est intéressant parce que du coup, ce qu'il faut sortir là de ta question, c'est que l'anxiété, elle a un objet. Tant qu'il y a un objet, on appelle ça un objet en fait en psychopathologie, tant que tu as un objet, que ce soit une araignée, un avion, l'environnement, les interactions sociales, etc., c'est de l'anxiété. Parce qu'en fait, si tu demandes à la personne, t'es stressé de quoi, enfin, pourquoi tu stresses, entre guillemets, c'est parce que ça. Et en fait, la personne va être capable de te le citer. Alors qu'une personne qui est angoissée, l'angoisse c'est différent. Si tu poses la question à la personne, elle va te dire je sais pas, mais je sens que ça va pas trop. Il n'y a pas d'objet purement identifié. Okay. L'angoisse c'est de la projection sur du vide. C'est ça la définition de l'angoisse. Tu projettes sur un truc qui est pas net en fait dans ta tête et qui est sujet potentiellement du coup à de la rumination. Mais trop intéressant parce que je connaissais pas du tout la distinction entre les deux. Donc là déjà c'est bien d'avoir cité les différences. Déjà moi ça m'éclaire un petit peu. Est-ce que l'anxiété c'est lié à la peur ou ça n'a rien à voir? Oui. Tu vois le terme peur, on peut personnellement, quand on me parle de peur, j'imagine des choses qui sont liées au réel. Je sais pas, j'ai peur des araignées, j'ai peur de mourir, j'ai peur de perdre un proche. Mais il y a aussi des peurs qui sont un peu inventées, entre guillemets. Je sais pas si je fais bien d'utiliser ce terme, mais qui sont moins liées à la réalité et qui sont, la peur du rejet, la peur de l'abandon. J'ai l'impression que c'est moins concret. Est-ce que c'est une erreur de penser ça ou est-ce qu'il y a vraiment plusieurs catégories de peur? Là, il faut rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail. Ouais, vas-y, rentrons dans le détail. Mais tu comprends ma question? Je sais pas si elle a été bien formulée.
Oui, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, ce que tu évoques. Parce que finalement, les troubles anxieux, on les soigne déjà très très bien. Si vous avez peur, je le dis, si vous avez peur de l'avion, des araignées, des papillons, parce que ça peut être aussi bête que ça, on peut avoir peur d'un papillon. Ça se traite plutôt bien. Très bien même. Okay. Ouais, tu vas chez le psychologue, tu fais de la désensibilisation et on trouve des solutions. Et on trouve des très bonnes solutions. Sur un petit peu la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être seul, la peur de la perte, la peur du vide, la peur de la mort. Enfin, c'est des choses. On n'est pas sur un objet clairement identifié. On parle pas d'un papillon en fait à ce moment-là. On parle de quelque chose, pour moi, de l'ordre très très schématique. C'est en fait, on t'a appris que potentiellement, ton environnement pouvait être instable à ce moment-là. Ce qui te pousse par compensation, parce que tu cherches toujours à compenser quelque chose dans ton psychisme, à vouloir ne pas être rejeté, etc. Parce que ça veut dire que si t'es rejeté, je vaux plus rien, je vaux plus machin. Bah, on rentre vraiment dans du détail. C'est des personnes qui ont été parfois, malheureusement, dans l'environnement familial dans lequel ils ont grandi, etc., qui peuvent avoir été formatées à dire, si tu prends pas, je sais pas, mes émotions en considération au premier plan, tu vaux rien. Ou c'est des gens à qui, en tout cas des enfants à qui ils ont eu un environnement tellement instable qu'ils n'ont pas pu s'accrocher à leurs parents et du coup ils peuvent avoir très très peur de la perte à l'âge adulte. Et faut vraiment revenir un peu plus dans l'enfance pour traiter ces choses-là. T'as parlé de schéma aussi. Est-ce que c'est un peu la même chose ? Un schéma et une peur, est-ce qu'ils sont un peu synonymes ? Dans le sens où quelqu'un qui a peur du rejet, il a un certain schéma. Tu vois, c'est difficile pour moi de pouvoir définir ce terme-là parce que je l'entends très très souvent, mais je sais pas exactement ce qu'il veut dire. Un schéma, c'est une habitude peut-être. C'est comme des lunettes de soleil. Okay. Faut les voir comme ça, ou en tout cas des lunettes ou de vue, peu importe. Mais c'est une perception de l'environnement, des autres et de toi-même. Ok, je comprends. Et le schéma, c'est un micmac de ces trois éléments-là qui vont te faire forcément percevoir les choses à travers un filtre émotionnel. Et le mot émotionnel est intéressant parce qu'en fait, le mot émotionnel te renvoie, comme on disait, à l'enfance. À la façon dont tu as été investi par tes pères aidants à ce moment-là et à la façon dont tu as pu te sentir confortable dans ta vision de toi-même, l'investissement des autres, la perte, etc., etc. Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir, mais c'est cette idée de filtre et cette idée de presque de la réalité va être déformée parce que tu la vois avec des lunettes qui sont spécifiques à ce que tu as vécu dans l'enfance, etc. Oui, et c'est ça. Et la peur du rejet, c'est ça que je voulais dire. La peur du rejet, ça peut venir, ça fait écho à ce qu'on appelle des schémas d'abandon. Dans ton enfance, peut-être que tu as eu qu'il y a une mort, un décès qui t'a beaucoup marqué. Il y a eu un parent qui est parti comme ça du jour au lendemain. Il y a eu une relation qui t'a profondément marqué parce que tu l'as perdu du jour au lendemain. Ou de manière répétée. Ça peut être un one shot comme quelque chose d'assez prolongé. Et ça te fait percevoir ton monde à l'âge adulte d'une certaine façon, si ça n'a pas été en tout cas bien peut-être contenu étant enfant, etc., etc. Je schématise vraiment le truc. S'il y a des psychologues qui écoutent, peut-être qu'ils savent que c'est plus complexe. Mais c'est bien de pouvoir un peu vulgariser et que, les personnes qui nous écoutent s'imaginent bien qu'il n'y a pas que des psychologues, loin de là. Donc c'est top de pouvoir rendre ça un peu plus accessible, même beaucoup plus accessible. Donc ouais, et c'est en ça, tu vois, que le trouble anxieux à proprement parler et le traitement des schémas, c'est pas vraiment la même approche qu'on va avoir avec le patient. Parce que sur du traitement de schéma, il y a plein de thérapies qui permettent de les approcher, de venir les traiter, les aborder. Sur du traitement anxieux aussi, je dis pas, il y a aussi plein de thérapies, mais on s'apparente pas aux mêmes choses. En fait, on repartira pas du même point de départ. C'est pas le même travail. Non. Ok, ouais, je comprends bien. Est-ce que c'est tous ces schémas, je vais utiliser un mot très fort, mais tu seras là pour, tu vois, pour adoucir un petit peu les choses. Est-ce que ces schémas sont normaux ? Est-ce que lorsqu'on est inscrit dans ce genre de schéma, est-ce que ça traduit un traumatisme ou est-ce que ça traduit quelque chose qui va fondamentalement modifier notre comportement et qui nous rendrait anormal ? Attention, je mets des gros guillemets parce que la normalité, qu'est-ce que c'est ? Mais je pense que tu vois où je veux en venir. Le schéma, le nom complet des schémas, comme ça a été défini par Jeffrey Young, c'est schéma précoce inadapté.
Schéma, la définition, je viens de la donner. Précoce, parce que ça s'acquiert dans l'enfance, prime enfance et un petit peu jusque dans l'adolescence. Et inadapté, ça devient inadapté, pas parce que les gens sont pas normaux, ça faut vraiment le dire, mais parce qu'en fait, il va y avoir une répétition du schéma. Parce que le schéma, il est là parce qu'il est répétitif. Parce que du coup, il est envahissant s'il est répétitif. Et s'il est envahissant, il est potentiellement enquiquinant pour les autres, qui le perçoivent, qui le subissent aussi parfois, mais pour toi-même aussi. Et donc, la vraie le vrai terme qu'on emploie en psycho, c'est schéma précoce inadapté. Il y a une forme d'inadaptation là-dedans parce que un schéma, c'est dans la tête, mais comme on se disait tout à l'heure quand on parlait de la rumination, à un moment, faut mettre en action les choses. Et donc, le schéma finira toujours par se mettre en action parce que son but, c'est il lutte pour survivre, ton schéma. Ouais. Ça, c'est une caractéristique très intéressante du schéma, c'est qu'il va lutter pour survivre et pour avoir raison. C'est une entité psychique qui adore avoir raison. Il adore prédire ton avenir, en plus, le schéma. Il te dit, là, dans telle situation, tu vas te comporter comme ça. Tu vas te comporter comme ça parce que il va puiser dans sa mémoire dans toutes les situations assez similaires qui me permettent de voir que on va rencontrer la même situation de nouveau. Et il va falloir se comporter comme ça. Sauf que c'était potentiellement une adaptation dans un comportement, dans une situation dysfonctionnelle, infantile. Texte particulier, ouais. Exactement. Et par souci de coût cognitif, ton schéma va vouloir prédire l'avenir. Et donc, du coup, mettre en place des choses qui sont potentiellement dysfonctionnelles. Quand tu dis coût cognitif, c'est de l'économie, en fait. C'est pour... C'est ça. Le cerveau, et ça, c'est très particulier aussi à tout le fonctionnement cérébral, c'est que le cerveau, il est en permanence en mode, pas économie, mais un petit peu quand même. C'est que il est en permanence quasiment en système 1. Et il mémorise très bien les choses. Parce que si t'étais pas... si tu faisais pas de la prédiction permanente de ton environnement, énergivore de fou et mais tu devrais apprendre à épuisé, quoi. Mais conduire tous les jours, faut que tu repasses ton permis tous les jours. Ah oui, carrément. On en est là. Ouais, d'accord. Ouais. Faut que tu apprennes à lire tous les jours, faut que tu apprennes à compter tous les jours. Et tu peux pas te permettre de passer ton permis tous les matins, sortir ton application, c'est bon, je valide mon code. Tu peux pas avant de prendre ton volant. Et en fait, ton cerveau est en permanence en prédiction de l'avenir pour dire là il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer ça. Et c'est sur cette base théorique là que le schéma va émerger. Dans une situation, je sais pas, conflictuelle, il y a des gens qui vont avoir très peur du rejet parce que potentiellement la prédiction, c'est que quand ils étaient jeunes, tu retournes en fait dans ce que tu as mémorisé. Quand tu étais jeune, la prédiction, c'est que je sais pas, ta mère t'a mis à la porte un nombre incalculable de fois parce que tu es entré en conflit avec elle, etc., etc. Donc tu fais un espèce de transfert et ok. Et voilà, t'as une projection très nette. Tu prédis ton avenir. Le schéma arrive parce qu'il est tout content de prédire ton avenir. Et c'est comme ça que c'est répétitif, en fait, un schéma. C'est trop intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on souffre d'un schéma ou non, c'est pas le bon terme? Les gens peuvent te dire, je souffre de ça. Ils te diront pas de mon schéma, mais oui, bien sûr. Il y en a qui en souffrent. Hein. Il y en a vraiment qui en souffrent. Les gens qui ont peur de l'abandon, être pas serein toute sa vie, de savoir sûr. Que tes proches vont peut-être t'abandonner, ton compagnon ou tes copains, les gens peuvent en souffrir. Ouais. Il y en a, ils en souffrent pas du tout. Parce que ça porte pas. Il y a 18 schémas aujourd'hui qui ont été rapportés. Enfin, selon la dernière nomenclature de Jeffrey Young. Depuis, il y en a eu d'autres, etc. Mais sur la théorie de Jeffrey Young, il y en a 18. Il y a des schémas. Si t'en as 3-4 qui sont pas du tout dans des domaines qui te feront pas au premier plan souffrir, tu peux vivre toute ta vie avec des schémas et ne jamais t'en rendre compte. Sans t'en apercevoir et tout va bien au final. Oui. C'est ça. En fait, c'est ce que j'allais demander après. Est-ce qu'on est tous imprégnés de schémas? Est-ce qu'on souffre tous de certains schémas? La réponse est oui, mais des fois, on s'en aperçoit même pas. C'est ça? Oui, c'est ça. Après, il y a des gens qui n'ont pas de schéma non plus. Oui. Maintenant, c'est pas systématique. Ouais. Ça reste un continuum. Ça reste des activations aussi, le schéma. Donc, c'est difficile à répondre aussi à cette question-là. Bien sûr. Est-ce qu'on en guérit d'un schéma ou est-ce qu'on apprend à vivre avec? Est-ce que le mot guérir est bien adapté d'ailleurs? Moi, j'ai mon avis sur la question. Il y en a qui seront un peu plus tranchés que moi. Mais la schémathérapie, le but, c'est effectivement t'enlever ton schéma. Sauf que moi, je trouve ça un peu radical parce que t'enlever ton schéma, c'est t'enlever de la construction de soi. Une partie de toi. Moi, je préfère dire assouplir. Okay. On assouplit. Parce qu'en plus, si tu bouges un schéma, ça peut venir en titiller un autre. Donc, si la personne, sur les 18 schémas, je te dis n'importe quoi, elle en a 9. Si t'en touches un, ça peut venir en toucher un autre. Peut-être que l'autre, en plus, est traumatique. Comme tu disais tout à l'heure, parfois, il y a du trauma en plus là-dessous. Faut faire très attention à ce que tu touches comme curseur aussi quand t'appliques ce genre de thérapie. Tu peux toucher des choses très violentes chez les gens. Donc, oui, il faut faire attention à ça. Ouais, donc l'adoucir,
plutôt que essayer de le supprimer. Oui. Parce que ils résonnent tous plus ou moins les uns avec les autres et ça peut provoquer des choses plus sérieuses. Ouais, et puis c'est quelque chose, tu t'es construit là-dessus. Mm. Donc le but pour moi, et je pense dans la pratique de beaucoup de psychologues, c'est que tu permets à ton patient de l'identifier. On peut parfois passer inconsciemment, le schéma prendra le dessus parce que je sais pas, t'es peut-être pas dans ton environnement, t'as pas tes repères et donc du coup c'est compliqué de mettre en place cette restructuration du schéma comme tu l'as appris avec ton psychologue, etc. Et du coup le schéma peut revenir et c'est en ça aussi que c'est compliqué de l'enlever parce que bon, quand tu mets quelqu'un dans une situation qui est dans un environnement où c'est pas le sien, ça peut vite reprendre le pas parce que c'est ton système automatique qui prend le pas. Bien sûr. Donc ça lui permet aussi d'avoir des stratégies d'adaptation qu'il n'a pas développées, donc ça lui en fait une quoi, plutôt que de rester figé comme ça dans une situation inconfortable. Ça permet de mettre en place des choses en fait. Mais dans les situations où effectivement t'es dans ta vie quotidienne, etc. Moi je trouve ça hyper pertinent de donner cette identification aux patients, de dire là tu vois ce que tu ressens, c'est ça parce qu'il s'est passé ça, parce que machin, et ça tu le décortiques en séance de psy. Mais plus d'identifier, de se poser pour qu'après ça ne s'active pas. En tout cas, qu'il n'y ait pas de passage à l'action, etc. Sur ce mode très schématique. Mais juste l'identification, pour moi, c'est déjà un énorme assouplissement parce que tu t'en rends pas forcément compte, de tes schémas. C'est très, très inconscient. Ça l'aide le patient à pouvoir identifier ça ? Oui. Ah oui. Il y en a, ils ont beaucoup de mal. À l'identifier ou à accepter qu'il soit dans ce schéma-là ? Ils l'acceptent super bien. Ils adorent quand tu leur dis t'as tel schéma, t'as ça, parce qu'ils te regardent, ils font mais c'est complètement moi. Ça les soulage. Ah ouais, ça les soulage beaucoup de poser les mots et de classifier le truc parce que on parlait encore une fois de rumination tout à l'heure. Et ils le ruminent leur schéma pendant longtemps et poser les mots sur dire il y a 18 schémas, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, etc. Parce que imaginons encore une fois il a 9 schémas. T'arrives à l'identifier, qui sait, tel comportement, c'est ça en fait. Et du coup, le fait qu'il ne le rumine plus et le fait qu'il l'identifie dans son quotidien, c'est apaisant d'une certaine manière. Ouais, tu te dis c'est bon en fait, je connais, je peux mettre en place d'autres choses et encore une fois trouver d'autres stratégies d'adaptation à ce moment-là. Ouais. Tu dirais qu'il y a un schéma qui est, j'allais dire plus populaire, mais qu'on retrouve plus souvent chez les gens ? Est-ce qu'il y a une espèce de hiérarchie entre les schémas et certains sont plus courants que d'autres ou pas forcément ? Plus courant que d'autres, j'aurais peut-être pas. J'aurais dit il y a des choses qui sont aujourd'hui dans l'éducation très valorisées et qui peuvent générer des schémas. Je pense aux schémas d'exigence élevée. C'est des gens très perfectionnistes qui ont ce schéma-là. Ils compensent parfois une mauvaise estime d'eux avec ces schémas-là. Donc oui, il y a des schémas qu'on retrouve pas mal chez les gens. Attends, t'as dit valoriser ? Oui, c'est vrai que c'est complètement valorisé avec la culture de la performance. Et tu dirais qu'il y en a d'autres qui sont valorisés par la société et l'environnement dans lequel on évolue ? Moi, je veux dire quelque chose de très français, peut-être des schémas un peu de méfiance, de dire le français parfois il est un peu fourbe, je me mets à me méfier un peu de tout et de rien. Après le schéma méfiance c'est un peu particulier, donc je me prononcerai pas trop là-dessus. Mais oui, la société aujourd'hui peut te générer une certaine éducation parce que tes parents sont formatés de telle sorte que ils vont t'éduquer comme ça, qui va potentiellement générer un schéma. Ok. T'as parlé de l'estime de soi juste avant. Quel était le schéma qui était lié à ça ? C'est justement ça, la performance, ou tu l'as appelé différemment ? Je sais plus comment j'ai dit, mais le perfectionniste, j'ai dû te dire. Oui, quelque chose comme ça. Oui, beaucoup de schémas sont liés à l'estime de soi de toute façon, parce que l'estime de soi se crée au même moment de tes schémas, donc forcément les gens qui ont la peur, qui ont un schéma d'abandon, leur pensée ça va être non mais ça veut dire qu'il m'a pas parlé donc je ne vaux rien. Et directement c'est hyper corrélé ces deux trucs là. Mais pour répondre à ta question, tu peux redire ta question. Oui, c'est difficile. C'est difficile de savoir quel schéma est plus populaire que les autres, ou en tout cas lequel on retrouve le plus souvent chez les patients. Oui, mais chez les patients on retrouve globalement plus ou moins les mêmes aussi. Après, t'en as pas 15 000, t'en as 18, donc ça revient très vite. Et puis, les personnes que t'as en consultation, c'est peut-être pas représentatif de toute la population non plus. Donc, c'est pas... Ah bah non. On sait pas comment ça se passe chez les autres. Ah bah non. Nous, on voit des traumas, on voit justement les gens qui souffrent vraiment de ça. T'as des gens, vraiment, ils arrivent en plus à créer des nouveaux schémas à l'âge adulte et ils s'en sortent très très bien comme ça. Ouais. Et pas de problème. Et aucun ils surcompensent et limite je pense que tu les évalues et ils ont plus de schéma en fait. Enfin, ils en ont mais ça coûte tellement
pas forts que du coup ils passent en mode adulte sain et ils sont très très fonctionnels en fait ces gens-là. J'aime bien l'expression ça passe en mode adulte sain. Ouais, mais tu sais que c'est le vrai terme en plus. Ah ouais. Oui, c'est Adulte le vrai. sain Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un adulte est sain d'ailleurs? C'est quand tu n'es pas en mode enfant vulnérable ou enfant colérique ou ce genre de truc. Est-ce qu'avoir une bonne estime de soi, c'est considéré comme être un adulte sain ou c'est pas du tout lié? Ça peut être lié. Ça peut être lié. L'estime de soi, c'est quelque chose d'assez complexe en psycho parce que en plus dans notre société, c'est compliqué d'avoir une bonne estime de soi. Moi, je trouve. Après, c'est mon avis. Non, complètement. Je suis totalement d'accord. Parce qu'il y a ce truc-là de performance, il y a ce truc-là de à l'époque, ils avaient pas ça à faire ça. Il faut que tu fasses ton master, il faut que tu aies 5 ans d'études, il faut que machin. Je trouve qu'aujourd'hui, Il faut que tu gagnes tant d'argent, il faut que tu aies accompli ça, il faut que tu aies fait telle chose. Et oui. Et c'est complètement lié à l'estime de soi. Oui. Et c'est complètement ça. Et l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. Et après, à ça, tu accordes la légitimité et la façon dont tu le transmets, en fait, la façon dont tu vas le montrer aux autres, et c'est de l'affirmation de soi à ce moment-là. Mais avoir une bonne affirmation de soi aujourd'hui, moi, je trouve ça compliqué. Et comment tu le détermines, toi, par exemple? Comment tu pourrais arriver à la conclusion que quelqu'un a une mauvaise estime de soi? C'est difficile à quantifier, c'est quand même assez abstrait. C'est juste à travers une discussion, à travers son histoire, à travers la manière dont il parle de lui-même qu'on peut déceler ce genre de choses. Ouais, soit ils te le disent hyper franco, ça c'est 90% des personnes qui vont te dire j'ai une mauvaise estime de moi et je m'aime pas, point. Ça c'est 90% des cas. Est-ce que le dire, ça veut forcément dire qu'on a une mauvaise estime de soi? En fait, je prends l'inverse. Est-ce que quelqu'un qui te dit qu'il a une bonne estime de lui, est-ce que ça veut vraiment dire qu'il a une bonne estime? Ah bah non, après faut toujours aller creuser. Ouais. Parce que ceux qui ont une mauvaise estime, plus ils sont perfectionnistes, ces gens-là, ceux qui ont une mauvaise estime. Hein. Vraiment, ce groupe-là, ça se trouve, quand tu creuses un peu, ils vont avoir une super bonne estime d'eux dans plein de situations, mais ils sont tellement perfectionnistes dans les sujets où ils te disent qu'ils sont nuls, que ça va prendre toute la place. Forcément, quand tu regardes un problème de trop près, eh ben ça prend toute la place. Et du coup, ils vont te dire j'ai une mauvaise estime de moi parce qu'ils mettent la loupe sur le problème, alors qu'en vrai, non, si tu creuses, bah ça, tu vois, ça va bien là, ça va bien là, ça va bien là. Ouais, si oui. tu prends un peu de recul, en fait, tout va bien. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que si t'écoutes les proches, parfois ils vont te dire non mais pas du tout, dans tel truc, il est super content de faire ça, et limite il fait un peu le fanfaron parce qu'il est très content de lui et que machin. Et ça c'est difficile en psychothérapie parce que tu n'as qu'un son de cloche. Il faut toujours avoir à l'idée que ce son de cloche, moi c'est ce que je trouve quasiment de plus dur dans la pratique d'un psychologue, parce que ça me questionne tous les jours dans ma pratique, c'est en fait j'aurais peut-être jamais le son de cloche du compagnon, de la compagne, du copain, de la mère, du père. Et qu'est-ce que je fais de ce son de cloche? C'est parce que je suis complètement biaisée, en fait, de base, quand une personne arrive en face. T'as vraiment qu'une version, quoi. Et ouais. Et moi, je trouve ça super dur, ça, dans notre métier. Mais ça a l'air très dur, ouais. Comment composer avec ça quand on sait qu'il y a une part d'inconnu qui restera inconnue à tout jamais, en fait? C'est ça. C'est ça. Mais pour le coup, après, dans les schémas, je trouve que c'est bien fait. Parce qu'on a aujourd'hui moyen de vraiment les quantifier, il y a des questionnaires aujourd'hui sur les schémas qui sont très bien faits. Facilement. Ouais, ça pour le coup, moi je trouve en schéma, ça va. Parce que ça permet justement de catégoriser, de dire bah peut-être que là justement t'as une bonne estime de toi, malgré qu'on ait ce schéma qui touche à tel domaine. Bah en fait, t'as plutôt une bonne estime de toi là-dedans. Et moi je trouve que s'aider d'outils quand tu touches au psychisme, c'est pertinent, parce que ça te permet d'être un peu plus objectif et de réduire la part de subjectivité du discours que tu as en face de toi. Complètement. Et l'estime de soi, ça se travaille? C'est quelque chose qui peut s'améliorer? Alors oui, c'est la bonne nouvelle du jour. Parfait. C'est bon, on peut en parler. Est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde d'être fier de la personne qu'on est, de ses accomplissements, etc. Ouais, de porter de la valeur à ce que tu es, oui. C'est forcément quand t'as vécu dans un environnement qui peut-être était dysfonctionnel étant petit, ou t'as pas été super bien valorisé, ou en tout cas on t'a appris que je sais pas, t'étais nul, parce que des parents ils disent à leur enfant mais t'es complètement bête si t'arrives pas à faire ça, hein. Ça peut être très très dur. C'est dur ça. Moi mon avis très très personnel c'est que quand t'as vécu ça, t'en sors pas indemne. Clairement pas. Ça sera toujours une trace, quelle qu'elle soit. Ouais. Il y aura une trace. Même si peut-être au bout de, je sais pas, 5, 6, 10 ans de psychothérapie, oui, c'est sûr que là, tu regagneras très très bien en estime de toi, il y aura pas de souci. Mais en fond de toi, il persistera un truc. Mais
Bref, outre la mauvaise nouvelle de ça. Après, c'est mon avis de ma pratique Et est-ce et que mon c'est une mauvaise interprétation. nouvelle que ça laisse une espèce de trace? Parce que c'est aussi une partie de toi au final. Et c'est ça. Ça fait partie, j'imagine, de ton caractère, de ta propre sensibilité, Et c'est ça. et qui te permettra de te comporter d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça. Et c'est intéressant parce que justement, ce que tu dis, ça vient travailler les valeurs. Hmm. En fait, tu peux travailler l'estime de soi de plein de façons différentes. Mais tu vois, pour reprendre la phrase que je disais tout à l'heure, les personnes qui ont une mauvaise estime d'elle, mais vraiment une mauvaise, hein, je prends vraiment le cas un peu classique, c'est on m'a pas, je te dis n'importe quoi. On m'a pas valorisé dans mon... Oui, j'ai pas été congratulée, je sais Oui, pas, oui. pour ce truc-là dans tel événement social, Mhm. je ne vaux rien. Et dans ce truc-là, t'as plusieurs, c'est je ne vaux rien. Ouais, mais en fait, c'est que externe, c'est une modalité d'interprétation externe. Et je m'explique, c'est-à-dire que ta valeur dépend que du jugement externe. À aucun moment, ces personnes ont une validation interne. Et en fait, ils attendent tout de quelque chose de ton environnement, en fait, tout simplement, et des personnes qui le composent. Et donc, du coup, ces personnes-là, soit tu travailles, du coup, sur les ressources internes, tu vas chercher tellement à les gonfler, ces ressources, qu'à la fin, il va réussir à se valider lui-même. C'est un processus long, mais on y arrive très bien. Ça, c'est sûr et certain. Et surtout, au niveau des valeurs, c'est intéressant, moi, je trouve, le travail des valeurs, parce que t'arrives à te dire à un moment, putain, mais je vaux rien. Hmm. Mais attends, en fait, je cherchais à incarner quoi pour moi, pas aux yeux des autres, parce que si tu dis les autres, c'est les valeurs des autres, en fait. Concrètement, on parle de ça. Mais en fait, le travail des valeurs dans l'estime de soi est hyper pertinent parce que, ok, mais moi, en fait, je cherche à incarner quelle valeur? Je cherche à incarner ça, 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 ça. Ouais, bah, ok. Et du coup, t'as agi comment dans cette situation que tu me décris? Bah, j'ai agi comme ça, comme ça, comme ça. Et si la personne, bah, ça corrèle avec ses valeurs, mais en fait, le rôle Elle a du tout psychologue, gagné. mais oui, c'est de lui dire, mais, bah, en fait, regarde bien. Ça va. Et du coup, tu peux travailler l'estime de soi sur tes valeurs. Est-ce que on peut essayer de prendre un exemple concret, par exemple quelqu'un qui aurait comme valeur d'être fidèle à lui-même, d'être loyal, de donner le meilleur de lui-même, etc., mais qui échoue à un examen, mais qui a quand même la conviction d'avoir donné le meilleur de soi-même, d'être resté fidèle à lui-même, etc. En fait, c'est pas un échec, c'est une réussite. Mhm. Ce qui lui booste sa propre estime au final. C'est ça. Ok, je comprends. C'est se rapprocher de ses valeurs. Ça permet ce qu'on appelle de faire des actions engagées. Parce que toujours la mise à l'action, etc., on en vient toujours à là. Et si ta mise en action coïncide avec cette valeur-là que tu auras incarnée à ce moment-là, T'es aligné. T'es Je mets aligné. des guillemets parce mais que... c'est ça. Ok. Et c'est exactement ça. Et ça, c'est un booster d'estime de soi. Et je rebondis là sur ce que je viens de dire. On fait de la mise en action. Toujours, quand tu travailles l'estime de soi. C'est très intéressant parce qu'en plus, quand tu travailles la mise à l'action, quand tu fais de l'estime de soi, tu vas travailler la prise de décision. Hmm. Et la prise de décision, hyper pertinent parce que la mauvaise estime de soi, ça apporte plein d'émotions dans tous les cas. Sauf que l'émotion ne précède jamais la mise à l'action. Hmm. Et en fait, on leur apprend à prendre une décision imparfaite. On s'en fiche en fait. Mais après, Mais il faut qu'il y ait la prise de on décision. étudie le feedback. Et qu'est-ce que t'as en fait dans ton feedback? Quelle est ta valeur? Quel est ton machin? Et en fait, on travaille en post-action beaucoup. Donc, on travaille évidemment 2-3 trucs avant de mise à l'action pour un peu poser les bases. Mais aussi la prise de décision, aussi parfois nulle qu'elle soit ou petite ou infime qu'elle soit dans ta journée, la prise de décision, petit à petit, te permet aussi de gagner en estime de toi. Plus une personne prend des décisions et même si elle n'est pas sûre d'elle, plus on verra qu'à la fin, avec étude du feedback, d'apprentissage, etc., en fait, potentiellement, cette personne peut développer de l'estime de soi là-dessus. Ça, c'est vraiment super intéressant ce que tu viens de partager. Vraiment très, très intéressant et très concret. Est-ce que ça veut dire que c'est pertinent de bien connaître ses valeurs, de les verbaliser, de les écrire quelque part, j'en sais rien, mais en tout cas d'y réfléchir pour savoir ce qui nous anime, entre guillemets? Moi, tu prêches une convaincue. Ouais, j'imagine, ouais. Bah, pour ceux qui connaissent... Mais très peu de personnes font ce travail. Je sais même pas si moi je pourrais te citer mes valeurs, mais ça va être un petit peu abstrait, un petit peu imprécis, mais j'ai pas une liste. D'ailleurs, peut-être que c'est une mauvaise idée de faire une liste précise de ces valeurs. Mais tu vois, même pour moi, ça reste quand même relativement flou. Ouais, et puis c'est flou. Bah, moi, je pratique ce qu'on appelle l'acte. Donc forcément, j'ai une grande partie de ma pratique qui est située autour des valeurs et exactement ce qu'on est en train de parler. Une valeur, ça peut aider. C'est, je te dis n'importe quoi, exemple, j'ai envie d'être un bon parent et d'accompagner mon fils tous les samedis à ses matchs de foot. Ça, c'est un objectif de vie, c'est pas une valeur. La valeur là-dessous,
c'est la valeur parentalité, la valeur famille. En fait, c'est un petit peu la cloche au-dessus de tes objectifs de vie et des actions, justement, parce qu'accompagner ton fils tous les samedis au foot, c'est une action, quoi, en soi. Et du coup, c'est ce petit truc qui chapeaute la valeur. Ok, je comprends bien. Et les valeurs, moi, je trouve que ça peut être pertinent de les lister. Parce que justement, parfois, quand tu rumines trop, quand t'as une mauvaise estime de toi, parce que du coup, c'est lié à la rumination de l'estime de soi, laisse tomber. C'est des gens qui ruminent beaucoup. Et se faire une liste de ces valeurs, moi, je trouve ça pertinent. C'est quand je travaille avec mes patients, je leur dis ok. En plus, je leur annonce très très tôt, hein, genre 3 ou 4e séance, on fait les valeurs. Allez, d'emblée, ils arrivent. Et ok, tu connais tes valeurs ? Non. Bon bah, on va se les faire. Et vas-y, j'ai mes petites cartes, j'ai mes machins, et je leur fais même manipuler parce que j'ai un jeu de cartes là-dessus. Je m'en sers comme médiateur pour que vraiment en plus ils puissent les toucher. Il y a cette sensation là aussi assez intéressante parce que parler en psychothérapie ça peut être long. Hein. Enfin, on parle pendant 45 minutes, c'est long. Et là vraiment se les mettre en face, c'est aussi matérialiser, personnifier sa propre valeur et ce qu'on a dans la tête. Parce que la rumination, tu le personnifies jamais, hein, ce qui se passe dans ta tête. Et le fait que tu personnifies ta valeur, etc. Moi je trouve ça hyper intéressant en pratique, de se la mettre en fait sa valeur en face de soi. Parce que de toute façon en psychothérapie tu poses des questions que tu te poses pas à l'extérieur, hein. C'est quoi ta valeur, enfin, je sais pas, tu te poses pas la question, t'as 25 ans, c'est quoi ma valeur en fait. Peut-être que ce serait bien de se la poser cette question. Moi j'en suis persuadée, hein. Mais ça serait quand tu dis jeu de cartes, c'est un jeu de cartes classique ou non, c'est quelque chose de spécifique pour les valeurs C'est un jeu de cartes spécifiquement créé effectivement pour les psychologues, mais oui non mais il est marqué noir sur blanc, valeurs, environnementalisme, machin. Mais tout ça m'intéresse vraiment beaucoup, Victoria. Bah, dis-moi. Est-ce qu'il y a un nombre défini de valeurs ? Est-ce que il y a des catégories importantes ? Combien est-ce qu'on doit en établir ? Est-ce qu'il y a un nombre précis de valeurs à établir Dans tes valeurs, moi je trouve ça c'est pour moi le point de départ quand j'explique les valeurs. C'est qu'il y en a, tu ne vas pas les incarner tous les jours. Il y en a, tu vas les avoir tous les jours. Il y en a, tu sais que tu les as, mais t'arrives pas à les appliquer tous les jours. En général, c'est là que ça commence et c'est là qu'on va travailler aussi. Et en fait, ces valeurs-là, il n'y a pas seulement de grands domaines. Chacun, en plus, a ses valeurs. C'est très, très subjectif, les valeurs. Et se les mettre en face de soi, ça permet de voir justement où est-ce que tu n'es pas proche de tes valeurs. Et en général, pile poil, bim, bingo, en psychothérapie, tu tombes sur les situations problématiques de ce pourquoi la personne a poussé ta porte il y a 2 mois de ça. Et ouais. C'est ça la dissonance cognitive, de se comporter d'une façon et d'avoir des valeurs qui sont un petit peu à l'opposé ? La dissonance, c'est que tu penses d'une certaine façon et t'agis différemment. Okay. C'est d'où l'exemple un peu classique qu'on apprend à la fac, c'est j'aimerais manger moins de viande pour être un peu plus écolo. Mais tu manges de la... Alors tu fais le barbecue l'été, alors laisse tomber tous les week-ends avec les potes. Ok, je comprends. Ça c'est de la dissonance quand tes actes sont pas trop en accord avec la façon que tu vas te penser ou que tu souhaites incarner. Mais la dissonance, on en a tous. Hein. Oui, bien sûr. J'ai envie d'arrêter de scroller. Mais je scrolle. Mais allez. Ouais, on comprend bien. Ok, le truc des valeurs, vraiment, c'est hyper intéressant. Je vais essayer de faire l'exercice, tiens. Mais ça permet en plus les valeurs de travailler plein de trucs. Hein. Dis-toi, ça allait tellement loin dans les études scientifiques, etc., qui sont arrivés à assimiler ça, forcément des techniques de pleine conscience. Enfin, c'est vraiment une psychothérapie à part entière hein, que je te parle pour resituer. On traite la dépression, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité. Enfin, on traite plein de choses maintenant aujourd'hui avec ça. Pas uniquement que sur les valeurs, encore une fois. Hein, il y a plein de choses qu'on assimile à ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose d'assez pertinent. Et l'ACT, ça fait partie des 3 plus grosses psychothérapies aujourd'hui exercées dans le monde. Tellement ça a pris cette ampleur-là. Eh ben, je suis bien content qu'on ait parlé de ça. Tu feras une liste ? Je vais faire une liste. Non, mais premier degré, je vais faire une liste juste pour me... pas m'exercer, mais me confronter à l'exercice et y réfléchir, tu vois, ne serait-ce que me poser quelques minutes ou même peut-être quelques heures et d'y réfléchir, parce que c'est quelque chose qu'effectivement je n'ai jamais fait. Et si tu veux aller et que les gens veulent aller au bout de leur de cet exercice, tu marques tes besoins en fonction de telle ou telle valeur. Tu peux préciser ? Je te ressors une valeur, pour moi elle est facile, c'est environnementalisme. Donc tu as envie d'être proche de l'environnement, de faire des actions engagées en fonction de, je sais pas, de l'écologie, ce genre de trucs. Ok. Ton besoin, ça va être la mise à l'action que tu as envie de faire en fonction de cette valeur. Et j'ai envie d'être bénévole, et j'ai envie de faire ci, et j'ai envie d'être de faire ce genre de trucs en fait. Donc on lie vraiment l'acte à la valeur, c'est ça ? Oui, tu fais de l'engagement sur ta valeur. Quel engagement je peux faire en mise à l'action au quotidien pour être proche de ma valeur. Et en fait, les gens qui font ça, ils sont super heureux. C'est carrément lié. Mais trop bien. Ah, c'est super bien corrélé en plus. Ok, je vais faire carrément l'exercice.
Bah, tu vois, pour que ça parle peut-être un peu aux gens qui sont un peu engagés peut-être dans le milieu du sport, etc., parce que ça peut parler. Si t'es pas allé, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et je te dis un gros exemple un peu tiré par les cheveux, mais ça fonctionne. Si, je sais pas, t'es pas allé au sport pendant, allez, une durée un peu, allez, 2 semaines. Pour vraiment les rats de salle. 2 semaines, c'est long. Ouais, 2 semaines, c'est très long, ouais. Ça peut être très long. Et ben, en fait, ces gens-là, ils vont être super mal à l'aise. Ils vont ressentir un truc, ils vont même ruminer. Et sur des jours, alors que peut-être t'es en séminaire d'entreprise, c'est à l'étranger, tu ne peux pas aller à la salle, bah, de sport, parce que, bah, t'es avec tes collègues et que, bah, voilà, c'est la vie, quoi. Et ben, ces gens-là, du coup, t'as conscience que tu ne peux pas aller à la salle. Donc, le problème que tu te focaliseras, c'est pas, je suis pas allé à la salle, c'est, ah, j'ai un petit truc là, oh, je suis fatiguée, oh, j'ai pas envie d'aller voir les collègues, oh, en plus ce soir ils ont déjà after et tout, oh, flemme et tout. Et en fait, tu vas faire tac 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 le hamster dans ta tête, etc. Mais en fait, si tu refais tes petites cartes et tes petites valeurs et tes petits machins, bah en fait, on se rend compte que tu es éloigné de ta valeur conscienciosité. Et dans la conscienciosité, dans tes besoins, il y a marqué salle de sport. Et c'est là en fait que tu retrouves ce genre de choses. Et du coup, bah, si tu fais ton action aller au sport, tu te rapproches de ta valeur. Et t'es tout content en fait. Et là t'es aligné et tout s'imbrique. Eh oui, et c'est pour ça que je dis les gens sont beaucoup plus heureux, parce que forcément tout est bien beau. Ouais. Et quand tu établis tes valeurs, est-ce qu'elles sont toutes sur le même sur le même plan, ou est-ce qu'il y a une hiérarchisation des valeurs? Il y en a vraiment une qui est hyper importante, une qui vient après, une troisième, etc. Pour ton exemple de sport et d'impossibilité d'aller au sport, une autre de ces valeurs, ça aurait pu être, je sais pas moi, développer l'aspect social de sa vie. Je sais pas si c'est une valeur, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et si jamais l'aspect social venait après le sport, donc là, ça aurait été pertinent justement de trouver des moyens de s'entraîner. Oui, ça peut jouer aussi. Tu peux faire la valeur la moins importante à la plus importante. C'est sûr que si t'investis pas assez dans ton quotidien, ta valeur qui est hyper importante, oui, tu vas le sentir aussi. Ouais. Même si tu fais quand même des actions dans ton quotidien, mais que t'en fais pas assez, tu vas le sentir aussi que ça coince. Bien sûr, il va y avoir un problème. Ok, trop bien. Bon, sur ça, les valeurs, nickel. Je ferai l'exercice et je te tiendrai au courant. Ça marche. Ce sera mes petits devoirs. C'est ça. On a parlé d'estime de soi. Qu'est-ce qui différencie une bonne estime de soi et carrément du narcissisme ou de l'égocentrisme, ou tu vois, tous ces mots qui sont liés à trop s'aimer au final? Le narcissisme, comme ça a été classifié aujourd'hui, comme ça a été décrit aujourd'hui, le narcissisme, on est tous narcissiques en soi. Hein. Le narcissisme, c'est la valeur que tu t'accordes. Donc même quelqu'un qui a une estime de soi à râler pas crête, on dira qu'il a un narcissisme faible. C'est le narcissisme, on va dire, c'est un autre mot pour dire estime de soi. Okay. En vrai. C'est juste qu'estime de soi, c'est un mot plus moderne. Narcissisme, c'est un peu le mot... psychologique terme. C'est un peu antique, ouais. C'est ça. Mais je pensais que c'était carrément lié à un trouble, moi, le narcissisme. Et là, ça peut être un trouble aussi. Okay. Là, c'est carrément Ça existe, le trouble narcissique. Ah, le trouble de la personnalité, oui, narcissique, il existe. Hein. Okay. Il existe, mais pour autant, c'est des gens qui ont une très mauvaise estime d'eux dans le fond. Hein, donc, Ah ouais, d'accord. C'est juste un moyen de défense. Enfin, c'est très défensif en fait, le trouble de la personnalité narcissique. Déjà, un trouble de la personnalité, parce que j'ai employé beaucoup de mots. Trouble de la personnalité, c'est encore une fois, la psychopathologie, il faut la voir sur un continuum. Quand t'es souple et que tout va bien, c'est impeccable. Quand tu sais gérer ton anxiété, qu'elle est souple, c'est impeccable. Quand ta personnalité te permet d'être remise en question parfois, tu peux te remettre en question. C'est assez souple, c'est impeccable. Quand c'est un peu trop rigide sur certains traits de personnalité, là, on peut quand même suspecter pas mal de choses. Et c'est là qu'on peut commencer à aller fouiner les troubles de la personnalité. Le trouble de la personnalité narcissique en fait partie. Et donc, en fait, un trouble de la personnalité, c'est la façon, c'est un peu comme les schémas. Je grossis le trait. Mais c'est une façon dont tu vas investir ton environnement, la souplesse que tu vas y accorder dans tes actions, la perception de ton environnement et la perception que t'as de toi-même. Typiquement, un narcissique, le pur personnalité narcissique, incapable de se remettre en question, tellement rigide, inflexible, ouais. Inflexible. Il a besoin en plus de l'admiration des autres. Il a besoin de ça. Il a besoin d'être apprécié. Il a besoin d'être aimé. Mais il est tellement rigide et c'est ça qui permet de dire que il est clairement pathologique. C'est que quand bien même il n'a pas reçu toute cette admiration-là en interaction sociale parce qu'il aurait voulu, il adore vraiment être congratulé. Ça, c'est un vrai truc chez ces gens-là. Ils vont se dire non mais ils ont juste pas compris qui j'étais. Et ça, c'est de la rigidité de personnalité pure, à l'état pur. C'est de la non remise en question en fait. C'est vraiment de se dire non mais je mérite tellement d'être admiré que bon, s'ils l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ont pas compris ce que j'étais, ils ont pas compris. Et à ce moment-là, tu n'as aucune remise en question chez ces gens-là. C'est pas possible, c'est impossible qu'ils aient été nuls ou qu'ils aient mal performé.
Et c'est assez courant, ça? Les narcissiques, sur le tour de... C'est difficile à estimer. C'est difficile à estimer parce que le problème qu'on rencontre dans les troubles de la personnalité, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à effectivement estimer les diagnostics parce qu'on estime qu'on n'en diagnostique pas beaucoup. Parce que quand tu dis qu'on est tous narcissiques de toute façon, comment tu fais la différence entre un trait de personnalité, entre guillemets, et un vrai trouble de la personnalité? Globalement, sur des personnes un petit peu qui ont des traits de personnalité narcissiques, ça va plus être activé par leur environnement. Dans telle ou telle situation, j'ai envie d'un petit peu avoir ci, j'ai envie d'un petit peu avoir ça. Ouais, mais en fait, ils vont se remettre en question, ces gens-là. À un moment, si tu leur dis, écoute, là, nanana, ils vont dire, ah bah ok. Le vrai trouble de la personnalité, on est vraiment dans quelque chose sous-diagnostiqué pour moi, parce que c'est des gens qui ne consultent pas forcément. Bien sûr, bah oui. Donc pour moi, il est très très sous-diagnostiqué. Et cette inflexibilité, ce manque de remise en question fait que il campe sur sa position. Oui. Il évolue un peu dans sa propre dimension, en fait. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est très très défensif, un trouble de la personnalité narcissique. C'est que ces gens-là n'ont pas une si bonne estime d'eux dans le fond. Ils n'ont pas un si bon narcissisme, mais ils le compensent en ayant ce besoin d'admiration. Justement, ils s'en nourrissent pour avoir. Tu vois, on parlait un petit peu de ressources externes, ressources internes tout à l'heure. Eux, ils sont quasi. Ils peuvent se valider eux-mêmes, hein, ça, y a pas de souci. Mais c'est beaucoup de validation externe. Et justement, s'ils n'ont pas cette validation externe, défensif, ils n'ont pas compris qui j'étais. Mais ça n'a rien à voir avec un dédoublement de la personnalité ou je sais quoi. Tu sais, t'as l'impression que t'as créé une autre personne pour compenser ta mauvaise estime de toi. Bah forcément, il y a plein de mots ça en psychologie. L'autre jour j'en parlais avec des confrères, donc ça me parle en plus. C'est un sujet que j'avais évoqué récemment. Les psychanalystes parlent de faux self. Après il y a d'autres obédiences qui vont parler de la moindre souffrance et de la pire souffrance. La moindre souffrance, c'est d'entrer dans un trouble de personnalité pour pas être face à ta vraie réalité qui serait beaucoup trop dure pour toi. C'est intéressant. Et en fait, ça. tu passes dans de la moindre qui est beaucoup plus tolérable en fait. Et c'est là que tout le défensif entre en jeu en fait en psychologie. C'est là qu'on a de la dénégation, c'est là qu'on a du déni. La dénégation Ouais. Qu'est-ce que c'est? La dénégation, c'est une version plus allégée que le déni. Ok. Le déni, c'est vraiment tu n'as pas conscience du truc. C'est on peut te dire, tu vas regarder, tu vas faire hein. Alors que ça se voit comme un éléphant rose dans la pièce pour la personne en face de toi. Hein. Mais la personne vraiment n'en a pas conscience. C'est ton psychisme qui se met en mode défense et qui ne veut pas percevoir ça et se le mettre en face en fait, parce que ce serait la pire souffrance. Et la moindre souffrance à ce moment-là, c'est de pas s'en rendre compte du coup. Et la dénégation dans tout ça, c'est commencer un petit peu à percevoir, mais pas trop. Tu commences à, c'est un procès. Tu es dans le processus quand tu es en dénégation. Tu le vois, mais pas encore trop. Moi, j'ai tendance à décrire ça. Tu caches un peu tes yeux et parfois tu ouvres les yeux. Ouais, je comprends. Ouais. Mais je recache. Ouais, mais je le regarde. Ouais, mais je recache. C'est un petit peu ça. C'est je vois qu'il y a un poteau en face. Mais bon, je le sentirais vraiment quand il vient, quand je lui marcherais dessus et que je tomberais. C'est tu vois un peu les choses et la dénégation, c'est un processus de prise de conscience un petit peu. Ouais, tu es sorti du déni et tu commences un petit peu à te mettre de la souffrance ou en tout cas de la réalité face à toi. Et ces troubles de la personnalité, ils se solutionnent? Alors oui, il y a beaucoup de troubles de la personnalité qui s'assouplissent avec l'âge. En fait, quand tu y es confronté, tu cherches une solution pour, comment dire, pas soulager les symptômes, mais de retrouver de la flexibilité peut-être, ou d'arriver à composer avec en société avec l'entourage. Comment ça se soigne entre guillemets? Le trouble de la personne, déjà c'est des années de psychothérapie. On va poser les choses. Je suis pas la psychologue qui sera la plus positive là-dessus. Il faut passer par un diagnostic. Pour moi, c'est primordial. Par des années de psychothérapie, c'est important parce que c'est des gens, quand bien même parfois ils en souffrent pas, les gens autour d'eux, ils vont en souffrir. La personnalité narcissique, les gens autour d'eux, ils peuvent en souffrir. Enfin, tout le temps avoir ça en face d'eux. Tu vois, pour te donner un exemple de personnalité narcissique. C'était c'est pas moi qui ai eu ce patient-là, mais c'était une consoeur à l'époque et elle m'avait expliqué ça et elle me disait qu'elle avait une personnalité narcissique en suivi. Alors déjà rien que le fait d'avoir dit j'ai une personnalité narcissique en suivi, c'était déjà un truc de fou parce qu'ils viennent pas consulter. Mais bref, il se trouve qu'il avait d'autres schémas sur lesquels travailler et il en est ressorti qu'il était narcissique. Et ce monsieur-là, dans la rue, donc il se promenait avec son fils et il s'est battu avec un passant parce que il paraît, selon lui, il l'avait mal regardé.
Et quand du coup, ma consoeur l'a questionné sur ce comportement-là, il a dit non, mais en fait, moi, on me regarde pas mal. Et c'était impossible d'assouplir cette cognition-là. Ce mode de pensée était inassouplissable. Et la personnalité narcissique, c'est extrêmement fort. Donc, pour arriver effectivement à assouplir ça en prise en charge, c'est pas 2 séances. C'est pas 2 séances. Hein. C'est pas 2 séances. Et après, en plus, t'as plein de types de troubles de la personnalité. C'est des gens, t'en as qui en souffrent plus. Moi, je pense aux troubles de la personnalité borderline. C'est des personnes qui souffrent énormément, qui pour beaucoup consultent. C'est quoi borderline, du coup? Borderline, c'est un mode d'instabilité chronique de soi-même et des relations interpersonnelles. Et donc du coup, c'est des personnes qui vont avoir des conduites très impulsives, qui vont être sur un mode colère, qui peuvent avoir une sensation de vide chronique. Et en fait, elles ont un investissement, une perception du soi extrêmement variable. Et vu que c'est variable, d'un coup, ils peuvent être nuls, et seconde d'après, ils sont au top maximum. Et ben en fait, ce phénomène-là crée une sensation de vide que eux-mêmes arrivent à ressentir. Enfin, une personne lambda, tu lui dis j'ai une sensation de vide, tu ne sais pas ce que c'est. Ces gens-là ont vraiment une sensation de vide. Et généralement, c'est des personnes qui peuvent surinvestir les gens, ils ont une peur bulle de l'abandon, etc. Donc c'est un mode interpersonnel très particulier, la personnalité borderline. Il y en a beaucoup qui consultent. Mais c'est des personnalités, encore une fois, rigides, donc qui ne se remettent pas en question. Donc c'est des gens qui peuvent t'insulter de tous les noms le matin, le lendemain, on fait barbecue ensemble, et c'est pas un problème. Donc là, on parle du borderline, mais le narcissique aussi, est dans cette rigidité-là, comme d'autres troubles de la personnalité qui sont aussi très rigides. C'est vraiment la définition de trouble de la personnalité. Et forcément, si c'est très rigide, ça demande beaucoup de temps pour assouplir tout ça. Oui, et puis il y a des troubles de la personnalité où, encore une fois, il y a du schéma traumatique aussi, parfois en dessous. Donc il y en a où ça ne s'arrangera peut-être pas, où ça ne s'assouplira pas comme la théorie nous le dit. Aujourd'hui, on apprend que le trouble de la personnalité, comme on se disait, ça s'assouplit avec l'âge. Il y en a chez qui, non, il faut que ce soit pris en charge, sinon ça ne s'assouplira pas. La personnalité, c'est une entité très complexe en psychologie. On met beaucoup de temps à former les étudiants là-dessus, parce que il y a beaucoup de choses qui la sous-tendent. La personnalité, c'est l'entité finale. Mais elle est sous-tendue par le tempérament et le caractère. Le tempérament, c'est tout ce qui est assez génétique. Le tempérament, oui, c'est plus ou moins ça, en vrai. C'est ton patrimoine génétique. L'anxiété, ça se transmet génétiquement. Ça fait partie des choses qui peuvent se transmettre. Et ton caractère, c'est l'aspect environnemental. Et ces deux choses-là, donc ton environnement de développement et ton caractère génétique, etc., vont former l'entité, la personnalité. Ah ouais, ça, je savais pas du tout. Donc la personnalité est composée du tempérament et du caractère. Oui. Et absolument. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personnalité, forcément, il y a une notion de développement derrière tout ça. Donc quand on parle encore une fois de trouble de personnalité, tu ne peux pas diagnostiquer un trouble de la personnalité à un gamin de 7 ans. Ouais. Ou alors cas très exceptionnel et très rare. Il y a des troubles de la personnalité qui ne se diagnostiquent surtout pas avant 18 ans. Le trouble de la personnalité antisociale ne se diagnostique absolument pas avant 18 ans. Le trouble de la personnalité borderline, si vraiment tu es dans un centre spécialisé, tu peux le diagnostiquer vers 15-16 ans. Narcissique, pareil, on est dans des zones environ à 18 ans. Parce qu'en fait, on attend que la personnalité se soit assez développée sur ces sujets-là de schémas, quand les schémas sont un peu stabilisés, appris aussi, et que le cerveau a fini aussi un peu de se construire là-dessus. Là, on parle de personnalité. D'accord, mais c'est passionnant parce que le mot personnalité, on l'utilise mal en fait toute la journée. Oui. J'ai jamais bien utilisé. Je pensais d'ailleurs que la personnalité et le caractère, c'était exactement la même chose. Oui, on l'emploie dans le langage courant de la même façon. Oui, enfin un petit raccourci. Ouais, complètement. Okay. Ah ouais. Et la personnalité, ça décrit vraiment la manière dont tu perçois ton environnement, la manière dont tu interagis avec ton environnement, la manière dont te perçois toi, pardon. C'est aussi une perception de soi-même, la psychologie. Et ça, c'est super important parce que ton système nerveux, il a aussi des connexions sur la perception de soi-même, sauf qu'on ne les emploie pas au quotidien. Parce que tout ton système est basé sur l'extérieur. Tes yeux, ils voient l'extérieur. Tes mains, elles sont faites pour prendre ce qu'il y a devant. L'extérieur. Tes oreilles, elles écoutent ce qu'il y a à l'extérieur. Mais personne, on parlait d'identification de soi tout à l'heure avec les schémas, etc. Mais ton cerveau a besoin d'être un peu aussi en interaction avec lui-même, etc. Et du coup, dans la personnalité, c'est important de savoir qu'il y a une interaction avec soi-même à ce moment-là. Parce que ça te met, comme on disait tout à l'heure, un filtre sur la perception que tu as de l'extérieur. Ta perception interne versus extérieur. Quel sujet incroyablement vaste. Faut pas me lancer là-dessus. Non, mais c'est aussi passionnant de t'entendre parler de ça parce que c'est d'une part incroyablement technique, vraiment passionnant
et de comprendre tous ces mécanismes, tu sais, est-ce que toi, t'as l'impression justement de décrypter vraiment, d'arriver à résoudre une équation qui est presque impossible à résoudre et tu vois, petit à petit, de trouver les inconnus pour te permettre de trouver la réponse qui n'existe peut-être pas d'ailleurs? Oui, parfois les patients ils me demandent des trucs. Ouais. Je veux plus penser ça. Ah bah ça va être C'est compliqué de impossible. plus penser. Mais ouais, C'est un travail de fou, quoi. bah surtout que quand t'es psychologue, ils arrivent avec je veux ça ou je veux plus ça ou machin. Bref, ils ont une idée très nette des choses hein, quand Toi, tu ils dois arrivent. décrypter, tu dois traduire, tu dois... Ouais, c'est ça. Toi, de ton côté, tu dois faire ta fiche patient, le dossier médical. Donc déjà noter les trucs basiques, âge, machin. Et en plus de ça, arriver un petit peu à déterminer la personnalité, s'il est bien au fait avec ses valeurs, en fonction de s'il y a trouble ou pas, déterminer ce qu'il lui faut en fonction de ses objectifs. Et en fait, pendant les 2-3 premières séances, tu fais un micmac de toute son histoire de vie et de son histoire parfois de la maladie. Tu fais un micmac de ça, et c'est là qu'on détermine si c'est plus ou moins pertinent d'aller travailler là-dessus. S'il y a des schémas, bah ça se voit assez rapidement. Bon bah vas-y, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et c'est comme ça que tu fais un plan de soins. Mais ouais, ça prend 2-3 heures hein, parfois avec un patient. Il y en a, et puis il y en a même au bout de 10 heures, ils te posent encore question. Moi, ça m'arrive. C'est là que c'est intéressant de toujours s'entourer, de ne jamais faire soi-même dans le milieu médical. J'oriente encore des patients en plein milieu de leur prise en charge en disant va checker juste ça chez mon confrère, reviens me voir parce que là j'ai l'impression que je passe à côté d'un truc, et si je passe à côté d'un truc, mon objectif avec toi n'est plus pertinent parce que j'aurais loupé un truc sur ton fonctionnement, et là c'est pas ma spé en plus, donc faut que tu ailles voir machin. Et c'est même un travail, même quand ça fait je sais pas 2 ans que t'es en suivi, il faut encore que t'aies ce questionnement là. Moi je dis tout le temps, mon métier c'est je passe ma vie à poser des questions. Mais littéralement. C'est stimulant aussi de se dire oui. attends, il y a toujours ce travail à faire, il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, auxquelles je pense maintenant. Oui. C'est hyper stimulant, ça doit être hyper stimulant. Ouais, on est beaucoup formé à ça. Je fais un petit aparté sur notre formation à la fac. On est formé à nous poser perpétuellement des questions, et que tout, même le moindre truc qui te paraît bête et méchant, te pose question. C'est ce qui fait un bon psychologue. Oui. Un psychologue qui se questionne plus, faut se questionner. Il a perdu la bataille. Ouais. Un psychologue qui se questionne plus, il faut se questionner. Se questionner. Ouais, il a perdu la bataille. Ah ouais. Ton psychologue parle de toi en supervision. C'est parce que, ou peut-être pas, ça se trouve t'es pas un patient qui est très, très questionnant, mais souvent entre psychologues on parle de nos patients parce que c'est même un patient lambda, c'est pourri, c'est pourri non, mais un sujet qui nous a questionné où on se dit mais c'est nul que je me questionne là-dessus. Bah si, on va quand même aller dans ce questionnement-là pour être sûr. La psychologie c'est vraiment un travail de questionnement. Bon, c'est rassurant que encore beaucoup de psychologues font cet effort-là. Et tu vois, on se respecte du patient pour essayer de trouver toutes les possibilités, tous les outils nécessaires pour l'aider au fait. Au final. Oui, vaut mieux. Parce que bon, c'est pas palpable, on peut pas faire d'imagerie en psycho, donc heureusement qu'on fait ça. C'est justement pour contrebalancer le fait qu'on n'a pas les imageries, les échographes, comme les médecins ont en fait finalement. C'est notre méthode à nous. Victoria, on a parlé d'estime de soi, on a parlé de narcissisme. Oui. La confiance en soi, c'est un synonyme d'estime de soi au final. L'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes. La confiance en soi, c'est la légitimité que tu vas accorder à tes actes. Mais ça, la confiance en soi vient renforcer l'estime de soi, du coup. Si tu renforces ton estime de toi, t'as meilleure confiance. Oui, parce que t'es dans ta prise de décision, comme on se disait tout à l'heure, t'accorderas plus de légitimité, vu que t'as plus de valeur intrinsèque. Donc c'est ça le secret d'avoir une meilleure confiance en soi ? Faut renforcer l'estime de soi. La prise de décision, aussi imparfaite qu'elle soit, va renforcer à terme la confiance en soi. C'est assez marrant parce qu'on pourrait trouver ça contradictoire de se dire « Ok, je vais chez mon psychologue. Dans l'idée reçue, c'est je vais me poser et réfléchir. » Et en fait, non, on parle d'actes, on parle d'action, on parle de prise de décision, on parle vraiment de quelque chose de, tu vois, de concret, de palpable, quelque chose que tu vas devoir faire et pas juste être enfermé dans tes pensées. C'est ça. Justement, c'est le but du psychologue, c'est tu vas lui balancer. Il y a beaucoup de patients, ils arrivent, ils le disent, ils disent ce terme-là. Désolé, je vais tout vous balancer et débrouille-toi. On est habitué à ça. T'es à tout attraper parce que. C'est ça, mais on est des attrapeurs de balles. Et en fait, moi, j'estime que notre travail, c'est de justement à poser les mots sur ce que n'ont pas encore réussi à dire, ou en tout cas à conceptualiser, en faire un concept. Et les concepts, c'est les valeurs, c'est les schémas, c'est les machins, et on les rapporte à ça. Ouais, c'est intéressant. La confiance en soi,
Non, je crois qu'on a tout abordé sur la confiance en soi. J'ai été traversé par quelque chose d'autre que je lisais dans mes notes, mais ça m'a déconcentré pour rien. Parce que je voudrais qu'on ait le temps d'aborder quelque chose d'autre, qui est aussi pour moi très important, c'est notre rapport à l'échec. Comment on arrive à vivre avec l'échec et comment ne pas transformer ça en quelque chose de traumatisant qui nous empêche justement de passer à l'acte ou de prendre des décisions. L'échec, c'est un peu particulier et j'imagine que tu es aussi confronté beaucoup à ça avec tes patients. Des personnes c'est pas qu'elles le vivent mal, c'est que c'est une catastrophe, c'est une fin, quoi. Ouais, et c'est marrant en plus parce qu'il y a un schéma d'échec. Ah bah, fantastique. Donc oui, c'est des personnes qui vont... Ils les apprennent ces 18 schémas, juste par curiosité aussi. Je te passerai là. Ouais, s'il te plaît, ouais. S'il te plaît, partage ça. L'échec, c'est compliqué parce que oui, comme tu dis, il y en a qui estiment que c'est une fin en soi. Alors qu'un échec, bon, c'est hyper facile, hein, ce que je veux dire, mais c'est un feedback d'apprentissage. Hein. Il faut que ce soit perçu comme un feedback d'apprentissage. Ce qui veut dire que lorsque tu passes à l'échec, ça te permet d'apprendre de cet échec pour modifier ton comportement ou plutôt adapter ton comportement la prochaine fois que tu seras confronté à la même difficulté. Ouais, c'est ça, s'ajuster. Sauf qu'il y en a beaucoup qui estiment, ouais, c'est une fin en soi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? C'est ça, ouais, je pense. Ah non, mais ça, je pense, c'est une très, très, très grosse pensée chez les anxieux ou chez les perfectionnistes, encore une fois. Et du coup, ça va les figer. Et ils vont se dire, bah non, j'ai échoué. Sauf que, bah non, qui te dit que, étant petit, tu t'es repris à 26 fois avant d'aligner 2 pas. Pourquoi est-ce qu'à ton âge adulte, c'est différent, cette façon-là de penser? Mais encore une fois, et bon, c'est mon avis en tant que psychologue aussi, mais la société t'aide pas là-dedans, hein. Quand tu dois monter un business, quand tu fais de l'auto-entrepreneuriat, quand t'écoutes sur les réseaux sociaux combien tu dois faire quand tu es auto-entrepreneur, c'est 4000 nets, même pas 4000 bruts, c'est 4000 nets par mois. Mais tu te dis, mais ça va pas ou quoi? Et il te pousse à une performance, je trouve, qui est complètement faussée. Et du coup, ça pousse les gens. En plus, si en plus ils ont un schéma d'exigence élevée par derrière, alors laisse tomber. Force, et là, c'est terminé. Les schémas échecs et exigences élevées, ils vont se renforcer, ils vont activer la personne, et ça va faire une non mise à l'action en fait. Et donc du coup, on retombe dans là-dedans. Rumination, pas de passage en action. Pas de solution, ou alors les solutions que tu vas trouver, ouais, mais ça marchera pas, ouais, mais je vais pas le faire, ouais, mais encore une fois, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ouais, mais c'est fini, ouais, mais je devrais être comme ça, nanana. Parce que de toute façon, notre rapport à l'échec, il est lié aussi à notre estime de nous-mêmes. Ah bah oui. Ah bah une personne qui a une bonne estime d'elle, elle vit bien l'échec. Elle va bien rebondir. Mais c'est une question dans le fond, tu vois, si tu vraiment creuses et tu souhaites aller dans ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs aussi, c'est intéressant parce qu'il y a toute une dimension d'acceptation, en fait. D'acceptation de soi. Les valeurs, c'est du soi. Et en fait, dans l'acceptation, il y a de la résilience. Il y a ce phénomène de rebond. Il y a ce phénomène hyper souple. Pas la souplesse psychique au sens neuropsychologique du terme, de pouvoir manipuler des informations dans un court laps de temps, mais vraiment dans ce que disaient les précurseurs de l'ACT, etc., de la thérapie ACT. La souplesse, c'est le fait d'accepter psychologiquement ce qui est en train de se passer. Le fait que tu acceptes, ça te renvoie à une dimension cognitive, ça te renvoie à une dimension émotionnelle. Bah en fait, j'accepte mon émotion. La rumination, c'est un empêcheur d'acceptation d'émotion. Parce que du coup, tu vas juste chercher à avoir du contrôle. Ouais. Ton émotion, elle va pas passer. Hein. Et donc, du coup, c'est ça qui va te coincer dans ta rumination. Ça, je l'avais pas cité, d'ailleurs, tout à l'heure. Mais, et en fait, le fait... j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bref, le fait de ramener ça à de l'acceptation, ça permet juste de rebondir. Et donc, de prendre en considération toutes les dimensions. J'ai agi... Bon, ça n'a pas donné le résultat que j'ai voulu. Parce qu'attention, l'échec, ça reste aussi quelque chose de très subjectif. C'est relatif, ouais. Voilà, et ça a donné forcément quelque chose. Hein. Pas de résultat, c'est un résultat. Hein. Ça, c'est intéressant aussi à le savoir et à se le dire. C'est peut-être qu'avec mes boules, je les ai placées en mode ABC. Si je les place en mode CAB, peut-être que j'aurai un truc aussi. C'est aussi replacer ces curseurs. Mais tout ça, ça passe par de l'acceptation au sens souplesse psychologique, flexibilité psychologique, acceptation des émotions, acceptation de tout, acceptation que tu vas pas être content aussi. Parce que quand t'as un échec... Ouais, oui, t'as le droit d'être saoulé. Mais si tu le rumines, tu n'accepteras pas que tu es saoulé. Et donc, du coup, impossibilité de passer à l'action. Échec, figeage. Ouais, ça en dit long aussi sur ta capacité à gérer la frustration, j'imagine. Oui, aussi. Parce que la frustration, finalement, c'est quoi? C'est une incapacité de faire plus. C'est pour ça que t'es frustré. Si t'es déjà au max,
bah, tu peux pas faire plus. Et c'est là, dans cette fenêtre-là, que la frustration arrive. La frustration, c'est juste ça, c'est l'incapacité ressentie à ne pas faire plus, selon tes capacités. C'est forcément ça. Un enfant qui se roule par terre parce qu'il peut pas faire la télé, ah bah oui, c'est une incapacité à avoir l'autorité. C'est un petit peu ça. À l'âge adulte, forcément, c'est des problématiques différentes, mais c'est une incapacité à pouvoir faire plus. Donc oui, t'as pas pu faire plus parce que t'as placé des curseurs comme ça, t'as pas accepté que t'as été saoulé. Ça génère la frustration. Frustration, direct. Et bah forcément, si t'acceptes pas, bah t'acceptes pas non plus que t'es frustré. Donc en fait, tu pars dans un truc, si jamais t'es pas dans la flexibilité psychologique, tu pars dans un truc de nouveau de rumination et de coinçage, parce qu'en plus de ça, si c'était simple, ça se saurait. En plus de ça, ça veut dire que plus tu vas rentrer dans ce mécanisme-là qu'on est en train de citer, bah plus tu vas t'éloigner de tes valeurs, en plus. Et alors là, voilà, on comprend le cercle qu'il y a là-dessous. C'est peut-être un peu perso, mais lorsque toi, tu es confronté à l'échec, est-ce que tu as des réflexes ou des habitudes ou des schémas, pour le coup, pour arriver à mieux digérer ça? Est-ce que toi, en connaissant les mécanismes, etc., t'arrives à t'en prémunir d'une certaine mesure ou de ne pas passer trop de temps dans un état négatif après un échec? Alors, sans prétention aucune. Oui, j'estime que oui. Mais c'est pas de la prétention, hein, c'est ton métier. Ça se travaille, hein. Bien sûr. Franchement, ça se travaille, hein, parce que moi, je suis persuadée que j'ai un schéma d'exigence élevé. Déjà, faudrait que je m'auto-fasse le test. Mais j'en suis persuadée. Et donc, du coup, c'est vrai que ça te fait rentrer dans quelque chose où faut tout de suite que ce soit bien fait, dans tes attentes, dans la fenêtre que tu as décidé que les résultats allaient être ça. Bon, tu as plus ou moins un ratio d'échecs toléré. Mais oui, moi, clairement, je pense que j'ai un schéma d'exigence élevé. Maintenant, oui, après, être psychologue, ça m'aide. Être psychologue, ça m'aide. Donc, je me dis que bah, forcément, ça fonctionne bien aussi, ce genre de thérapie. Parce que... Est-ce que c'est un bon conseil de dire aux gens de faire preuve de plus de bienveillance quand ils passent par une période d'échec? Oui, l'autocompassion, ça aide énormément. C'est des techniques de décentration, on appelle ça. C'est quand ça va pas, quand tu es dans une période d'échec, te parler à toi-même comme tu ferais à un ami. Technique de décentration, ça fonctionne super bien. Ah, ça existe vraiment? Oui. Tu t'adresses à toi-même comme si tu t'adressais à un ami ou qu'un ami s'adressait à toi? Non, comme si toi, tu parlais carrément à ton pote qui te disait « Non mais Nassim, je suis naze, t'imagines, j'ai foiré, je suis qu'un pauvre guignol, j'ai pas fait ça. » Ok, bah toi, tu dirais quoi à cette personne-là? Et tu te le dis à toi-même, en fait, à ce moment-là. Et c'est des techniques d'autocompassion, en fait. Ok, qui existent et qui fonctionnent. Très bien. D'accord. Moi, je le fais en séance. Quand je vois que mon patient, c'est bon, il décolle dans son truc d'auto-persécution. Bon, tu dirais quoi à un ami dans la même situation que toi? Et tu lui demandes de verbaliser à haute voix. Ah bah oui. Ouais, bien sûr. Et puis je le regarde bien droit dans les yeux, je fais alors, et ça calme direct. C'est trop intéressant. Ouais, c'est des techniques aussi qui peuvent être alliées à la pleine conscience. Moi, quand mes patients vraiment ils sont dans une rumination pas possible ou dans un échec, qui ruminent depuis 2 semaines, je leur dis posez-vous 3 questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation qui fait que là, inconfort? Deuxième chose, qu'est-ce que je ressens? Parce que du coup, ça te permet de citer. Ce qu'on fait en travail, c'est ce que le psychologue fait. Mais du coup, tu le fais en dehors. Comme ça, bah, t'apprends à l'autonomie sans ton psychologue à ce moment-là. Et qu'est-ce que je ressens? Ça peut être de la colère, de la jalousie, enfin, j'en sais rien. Et t'essaies de faire passer l'émotion comme ça. Ça empêche la rumination. C'est le mécanisme qu'on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux être là pour moi? Ça, c'est le troisième. T'engages le truc. Okay. Comment je peux être là pour moi? Et bah, peu importe ce que tu fais, j'ai envie de te dire, ça peut être de la méditation, ça peut être aller câliner mon chat, ça peut être n'importe quoi, aller me faire un gâteau ou téléphoner à un ami. Et bah, ça marche. Et bah, ça marche très très bien. Ouais. Et en fait, ça te permet de faire passer l'émotion, d'être dans l'acceptation et de rouler un peu mieux à ce moment-là. C'est génial. C'est assez dingue parce qu'on a fait plein de parallèles avec ce qu'on a abordé en début de podcast. Oui. Qu'on a réabordé à la fin. C'est vrai. C'est vraiment parfait. J'aurais pas pu rêver tu vois, d'un meilleur cheminement de podcast. C'était vraiment top. Donc, merci Victoria. Merci. Je suis trop content qu'on ait pu aborder ces choses et qu'on en ait sorti des choses concrètes. Moi, je vais me faire ma petite liste de valeurs. Ouais. Donc, ça va vraiment être top. On continue à te suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. Oui. Tu continues à poster sur Insta? Toujours. Sur mon Instagram. Donc, conseil pour mieux appréhender ses pensées? Comment je pourrais le résumer? Allez, dernier conseil, c'est quand vous sentez que vous êtes vraiment en rumination,
Il n'y a pas de notion de temps dans le cerveau, donc ramenez ça au temps. Là, tout de suite maintenant, j'ai la pensée que. Ça va calmer déjà un peu la rumination. Ok, plutôt que d'imaginer que c'est toujours une pensée qui nous occupe. Parce que la pensée, tu la prends comme une vérité. Et le fait de dire là tout de suite maintenant, tu la ramènes dans un contexte, ça veut dire que c'est pas toi. Fantastique. Voilà. Les amis, suivez Victoria. On mettra son compte Insta en description. Merci pour toutes ces connaissances et toute cette vulgarisation. C'était vraiment top. On dit jamais 203, donc tu vas revenir une troisième fois. Hein. Allez, l'année prochaine. Ouais, t'es motivé? Allez, Tant. trop bien. On trouvera un autre sujet très très intéressant. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur YouTube ou Spotify ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions pour Victoria ou pour un prochain podcast, Carrément. ce serait trop intéressant. Donnez-nous de l'inspiration. Exactement, donnez-nous de l'inspiration et puis allez voir ce qu'elle fait sur Instagram. Merci beaucoup. Merci Victoria. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Victoria. Encore une fois, c'était une discussion passionnante. Pourquoi je dis encore une fois? Parce que j'ai enregistré un premier épisode avec Victoria il y a quelques mois. D'ailleurs, je vous le mets juste ici, si jamais vous l'avez raté. On aborde plein de choses en rapport avec la psychologie. Je suis sûr qu'il vous plaira. Donc cliquez juste là.